Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les placements auxquels on peut penser pour préparer sa succession. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux experts sur le plateau de Smart Patrimoine. Tout d'abord, Antoine Hurel. Bonjour Antoine Hurel. Bonjour Nicolas. Vous êtes porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. À vos côtés, nous avons le plaisir de recevoir également Guillaume Serrault. Bonjour Guillaume Serrault. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Alikis Conseil. On va commencer avec vous, Antoine Hurel. Tout de suite, on va aller dans le vif du sujet. La question, c'est quels sont les placements qui existent lorsque l'on veut préparer sa succession. Une toute petite question avant, quand même. À quel âge commence-t-on réellement à préparer sa succession, c'est-à-dire à anticiper les placements que l'on va réaliser pour derrière des objectifs de succession? Alors en soi, il n'y a pas d'âge pour préparer sa succession. On peut le faire très tôt, évidemment. Ça dépend du type de patrimoine qu'on a, si on est plus ou moins fortuné. Mais vous savez qu'à un certain degré, on n'est pas taxé au droit de succession. Donc ça sert à rien d'anticiper si on n'est pas taxé. Donc effectivement, il faut le faire quand on a constaté qu'on serait taxé. Et plus tôt on le fait, mieux c'est. Parce que vous savez que, entre guillemets, les carottes fiscales, des abattements, etc., se font en amont avec aussi les systèmes d'usufruit. Donc plus tôt on le fait, mieux c'est. Donc il n'y a pas d'âge en soi. Voilà. Après, les placements en eux-mêmes. Est-ce qu'il y a des listes comme ça, enfin des listes sûrement pas, mais est-ce qu'il y a quand même des bonnes pratiques qu'on a en tête où on se dit, si on veut préparer sa succession du mieux possible, il y a évidemment tout ce qu'on peut préparer d'un point de vue administratif, mais ensuite il y a tel ou tel placement qui fait bon d'avoir quand même dans son portefeuille parce qu'on sait que ce sera plus simple. Oui, on pense naturellement bien sûr à l'assurance vie, on en reparlera, qui est un placement idoine pour pouvoir utiliser au maximum les avantages fiscaux, puisque vous savez qu'avant 70 ans, vous pouvez placer 150 000 € gratuitement par bénéficiaire. Bien sûr. C'est quand même pas négligeable. Vous pouvez faire 10 bénéficiaires pour 1,5 million sans aucun droit de succession. Donc ça, c'est vraiment un placement très intéressant. On peut aussi penser à la société civile immobilière dans un placement immobilier dans lequel on va pouvoir intégrer ses enfants, mais pourquoi pas en nue propriété, vous savez, en gardant le pouvoir et en leur transmettant l'avoir dans le futur. Parce qu'ils récupéreront ensuite des parts d'entreprise, voilà. D'entreprise ou de société qui a vocation à investir de façon familiale et patrimoniale. Donc c'est un placement immobilier, mais qui a tout son intérêt avec des différences. Placement IS, IR, etc. Mais en tout cas, donc assurance vie, société civile immobilière, voilà, à mon sens, c'est déjà deux vecteurs de transmission intéressants à regarder pour les enfants et pour anticiper. Un mot peut-être avec vous, Guillaume Serrault, sur l'assurance vie. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est sûrement un des placements les plus connus en France, peut-être derrière l'immobilier, et encore, certains l'utilisent comme réserve de cash avec peut-être ensuite des placements à court, moyen ou long terme. Il ne faut pas oublier aussi qu'effectivement, ça sert avant tout et quand même pour des questions de succession. Exactement, l'assurance vie est un véritable couteau suisse parce que déjà une double stipulation pour soi-même, pour préparer sa retraite, pour avoir des revenus complémentaires, pour placer un capital tout simplement. Et une stipulation pour autrui, puisque dans un contrat d'assurance vie, on va avoir une désignation bénéficiaire, on va désigner un ou plusieurs héritiers, ce qui va permettre effectivement de transmettre des capitaux lorsque le contrat va être dénoué, bien sûr, donc, lorsque l'assuré va décéder. Puisque la différence de placement, on va dire, non assurantiel, type un compte titre ou un contrat de capitalisation, on pourra parler, ce sont des solutions d'investissement qui ne rentrent pas dans la succession sur le plan juridique. Il y a bien évidemment des conséquences fiscales dans le cadre de la transmission des capitaux, mais ils ne rentrent pas dans la succession. Donc c'est aussi un outil de transmission qui peut être particulièrement pertinent lorsqu'on est rigoureux dans la rédaction de la clause bénéficiaire qui peut être démembrée, à tiroir. On peut vraiment faire différentes choses, accompagné par un professionnel du droit dans le cadre de la transmission. Donc première étape, on ouvre une assurance vie avec comme bénéficiaire chacun de ses enfants, même quand on n'en a que 2 et qu'on anticipe d'en avoir 4, et on reviendra par la suite sur les bénéficiaires. Bien évidemment, on peut prévoir en amont cette pluralité de bénéficiaires avec le conjoint. Je rappelle, le conjoint est exonéré de droits de succession, et il est aussi exonéré des droits que peuvent s'appliquer au travers de l'assurance vie. Donc effectivement, on peut aussi prévoir une transmission transgénérationnelle au travers de l'assurance vie, en désignant bien évidemment son épouse, ses enfants et pourquoi pas aussi ses petits-enfants. D'ailleurs, petit point, Antoine Hurel, il me semble avoir lu un article récemment disant qu'on pouvait ouvrir un contrat d'assurance vie à 2 lorsqu'on était marié. C'est possible, ça ? Oui, tout à fait. On peut ouvrir un contrat conjoint où il y a deux souscripteurs, ce qui fait que le contrat ne se dénoue pas au premier décès.
Et ensuite, en revanche, il se dénoue au deuxième décès si jamais on a mis ses enfants comme bénéficiaires. Voilà. D'accord. Mais je rebondis et j'abonde dans ce que vient de dire Guillaume, pardon. Il faut absolument regarder de très près les clauses bénéficiaires parce que le classique, c'est mon conjoint, à défaut mes héritiers. bien sûr. En fait, tout se regarde en fonction des souhaits, des besoins et de la fiscalité. Si vous mettez mon conjoint, à défaut mes héritiers, et que quelqu'un décède à 85 ans avec une veuve à 80 ans, est-ce qu'elle a besoin de recevoir 300 000, 500 000 euros d'assurance vie qui vont être retaxés plus fortement après? Donc il faut aller voir son conseiller en gestion de patrimoine ou son notaire, parfois aussi Les deux. aussi bien, Les deux, pourquoi les pas. deux, et bien travailler ces clauses bénéficiaires. D'accord, parce que c'est vrai que quand on lit la clause bénéficiaire, on se dit ils ont pensé à tout, globalement, personne ne sera lésé. Mais le problème, c'est qu'après, ça dépend peut-être aussi de la volonté de celui ou celle qui souscrit un contrat d'assurance vie. Il faut faire du cousu humain, vraiment, entre guillemets, et regarder chaque... Guillaume Serrault, oui. On le voit d'ailleurs sur les bordereaux de souscription, il y a une clause standard, une clause type qui a été mise par les assureurs. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté. Alors déjà, une clause bénéficiaire, on peut la changer plusieurs fois durant la vie du contrat. Et ça, on va voir son notaire pour la changer ou on appelle son assureur? On peut faire les deux. De mon point de D'accord. vue, je pense que Maître Rel partagera mon point. Il est préférable de déposer sa clause bénéficiaire chez son notaire, de la changer au gré de ses conseils pour optimiser la transmission, puisque je pense que c'est véritablement important d'avoir connaissance de toutes les implications juridiques qui vont aussi entraîner des conséquences fiscales au travers de la rédaction de la clause bénéficiaire, que les primes soient versées avant 70 ans, on en a parlé, ou après 70 ans. Oui, je rejoins Guillaume. Effectivement, allez voir votre notaire parce qu'il faut déposer ces clauses à son fichier, enfin à son coffre pour qu'elles soient enregistrées dans le fichier national, ce qu'on fait qu'on les retrouvera toujours. Et puis parfois elles sont très précises et parfois les compagnies d'assurance, quand elles les reçoivent, disent ben non, moi ça me va pas. D'accord. Si vous les mettez chez votre notaire et qu'elles ont été bien travaillées, qu'il n'y a pas de raison qu'elles ne s'appliquent pas, eh bien on dira juste. Il n'y a pas de doute. C'est chez mon notaire et voilà. Donc n'hésitez pas à le faire, hein, vraiment, c'est important. Juste pour un petit sens pratique par rapport à ça. On sent qu'il y a beaucoup de sujets sur cette clause bénéficiaire. Non, mais Maître a parfaitement raison. L'assureur aura connaissance d'où est déposée la clause bénéficiaire. Et il est vrai qu'en pratique, lorsque on dirait la clause bénéficiaire un peu technique, un peu particulière, les services juridiques des compagnies d'assurance peuvent avoir une difficulté d'interprétation. Et je pense que c'est naturellement plus prudent. En tout cas, c'est plus de pertinence de déposer chez un notaire. La mauvaise surprise peut effectivement être complexe à gérer au moment du dénouement du contrat. Alors il nous reste, l'heure tourne entre guillemets, on a parlé de SCI, je voulais quand même avoir un mot de votre part, Guillaume Serrault, sur le sujet. Ça intervient quand? Après l'achat d'une résidence principale, quand on veut faire un investissement locatif ou quand on veut acheter une résidence secondaire par exemple, mais qu'on veut y associer ses enfants quand on y réfléchit en matière de succession? J'ai envie de dire une société civile, même au sens large, au-delà de la société civile immobilière, est un instrument qui peut détenir différents actifs, des biens immobiliers locatifs, mais aussi par exemple, moi ce que je préconise parfois dans le cas d'une solution complémentaire à l'assurance vie, c'est une société civile patrimoniale qui va détenir un contrat de capitalisation qui est un petit peu si je puis dire, le cousin de l'assurance vie. De l'assurance vie. Et je pense qu'à partir effectivement de la technicité juridique de la société civile, du fait qu'on puisse donner en nue propriété des parts, là aussi encore une fois avec la nécessité d'être extrêmement bien accompagné dans la rédaction des statuts. Parce que là on rentre déjà dans quelque chose d'un petit peu technique que tout le monde ne comprend pas forcément. Exactement. Et n'anticipe pas forcément ou ne connaît pas forcément. Exactement, mais tout ça peut être complémentaire à l'assurance vie avec toujours cette volonté de préparer sa transmission, de préparer sa succession, tout en conservant, le cas échéant, le pouvoir des actifs qui vont être détenus au sein de cette société civile. Le cas classique, Nicolas, vous achetez un local commercial pour investir votre future retraite, vous avez 2 enfants, vous avez 45 ans, vous savez que votre prêt sur 15 ans va être amorti ou 15-20 ans. Pourquoi ne pas mettre dès le départ les enfants qui seront nus propriétaires, c'est-à-dire ils sont sur le contrat, ils vont s'enrichir finalement avec les parents au fur et à mesure du remboursement. Bien sûr. Avec le loyer qui arrive d'un côté et puis l'emprunt. Et puis au bout de 15 ans, finalement, sans même avoir vraiment utilisé les abattements, puisqu'on part de zéro avec un capital social très faible, on a transmis comme ça, gratuitement, au bout de 15 ans, un bien immobilier qui peut valoir 3 ou 500 000 euros. Donc on peut lier préparation de la retraite et préparation de la succession? Bien sûr. Totalement. Bien sûr, parfois totalement. Complémentaire. Ouais. Avec justement cette notion d'usufruit et de nue propriété. L'usufruit, c'est pour le retraité. Le nu propriétaire, c'est pour plus tard.
Contrat de capitalisation, vous l'avez mentionné, alors effectivement peut-être au sein d'une société civile, mais on l'appelle le cousin de l'assurance vie. Pourquoi est-ce qu'on y pense moins à ce contrat de capitalisation ? Parce que habituellement, c'est vrai que la promotion par les distributeurs, elle est plus faite sur les contrats d'assurance vie. Mais sa technicité, à mon sens, permet d'être complémentaire à l'assurance vie, puisque la différence majeure dans un contrat de capitalisation, c'est qu'il n'y a pas de stipulation pour autrui, c'est-à-dire que le contrat ne va pas être dénoué par le décès d'un assuré, pour le simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'assuré. En cas de décès, le contrat de capitalisation se retrouve dans la succession à la différence. Donc il est transmis de l'assurance. Ah oui, et il ne sort pas de la succession comme un contrat d'assurance vie. Par contre, il continue à fonctionner. Continue à vivre sa vie avec des avantages, pourquoi pas, post-succession. Et puis on peut, comme je disais, préparer la transmission en donnant la nue propriété d'un contrat de capitalisation, soit en direct, soit au travers d'une société civile. Je préfère, lorsque la taille du patrimoine est un peu plus importante, l'utiliser au travers d'une société civile pour des raisons de pouvoir et de faciliter aussi l'arbitrage ou le changement des actifs au sein de cette société civile patrimoniale. Antoine Hurel, oui. Un exemple aussi, en direct, j'ai 3 enfants, j'ouvre 3 contrats de capitalisation, je les donne, j'ai 55 ans, mon usufruit vaut encore 50%, j'en ouvre 3 à 200 000. 200 000, 200 000, 200 000. L'usufruit que je vais me garder, c'est 50%. D'accord. Donc, je donne un bien qui vaut 100 000 euros qui n'est pas taxable. Et je peux même, dans cette donation, donc j'ai transmis définitivement ces 3 fois 200 000. Et je peux même, dans mon acte notarié, dire que je vais faire ce qu'on appelle un quasi-usufruit. C'est un peu non barbare, mais ça veut dire que je peux même consommer, moi, de mon vivant, les 200 000. Je peux tout manger si je veux. Et à la fin, de 2 choses l'une, soit j'ai été raisonnable et le contrat est devenu 250 parce qu'on a un bon gestionnaire de patrimoine et on récupère les 250 gratuitement, soit on a tout mangé et l'enfant va pouvoir dire à l'administration fiscale on m'avait donné de 200 000 euros en 2023, je ne les ai plus, donc je vais le passer en passif. D'accord, et déduire ça de la succession. Exactement. Donc ainsi, on utilise des carottes fiscales, des abattements, sans s'obérer la capacité d'utiliser cet argent dans tout son vivant, et notamment pendant sa retraite. Dernière question, messieurs, très rapidement, Guillaume Serrault puis Antoine Hurel. Le PER, est-ce que ça rentre aussi dans une question, parce qu'on parlait tout à l'heure de préparer sa retraite, mais aussi sa succession. Normalement, c'est vraiment un outil pour préparer sa retraite. Est-ce que ça a des avantages particuliers en matière de succession Guillaume Serrault? Un PER, ça reste un dispositif. Enfin, en tout cas, le PER assurance, pour être précis, ça reste un outil assurantiel. D'accord ? Et donc, s'appliquent les dispositions du Code général des impôts, à savoir l'article 757B ou 990I. Il y a une petite différence quand même par rapport à l'assurance vie sur l'application de la fiscalité, c'est que dans le cadre de l'assurance vie, on prend en considération les primes qui ont été versées avant ou après 70 ans. Dans le cadre d'un PER, c'est l'âge, 70 ans, du titulaire au moment de son décès. S'il a plus de 70 ans ou s'il a moins de 70 ans, vont s'appliquer les 2 régimes, l'abattement de 152 500 avant 70 ans et le régime particulier du 757B, qui est un abattement unique de 30 500 euros, qui va être partagé entre les différents bénéficiaires. Et au-delà vont être appliqués les droits de mutation à titre gratuit, donc un barème progressif qui, de parent à enfant, peut aller jusqu'à 45%. Donc, globalement, on le fait quand même pour la retraite. On le fait quand même pour la retraite. Je pense qu'il y a d'autres outils, à mon sens, plus pertinents, comme l'assurance vie, comme le contrat de capitalisation, comme vient de le dire Maître Hurel, qui permettent effectivement de faciliter la transmission. Merci, messieurs. Merci Guillaume Serrault, président de Alikis Conseil. Merci Antoine Hurel, porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.